à ces chapiteaux des possibles, ces chapiteaux des mondes d'après. Pour nous, il est évidemment évident que ce monde d'après ne peut qu'être un monde féministe. Donc on ne s'excuse pas de la non-mixité de la tribune, après un certain nombre de non-mixités inverses des tribunes précédentes. Donc, dans le cadre de cette soirée qui est donc là organisée par Droits des femmes Rouen, mais aussi pour les tables ensuite avec nos amis des Colleuses, du Café Culture, du planning familial. On va donc commencer avec, comme annoncé, un débat, un échange avec Fatima Ouassat qui nous fait le plaisir d'être là. Petite parenthèse, le livre de Fatima est disponible à l'entrée pour celles qui le souhaitent. Il y aura la possibilité d'avoir une dédicace, voilà. À la fin de la discussion. Donc on va démarrer cette première partie avec Fatima et puis on enchaînera ensuite avec une présentation et une discussion autour de l'écoféminisme. Et tout ça nous amènera tranquillement vers 20h30 où on aura une partie qui sera plus de discussion et d'échange entre nous toutes. Autour d'un certain nombre de questions qu'on peut se poser dans le rapport entre le féminisme et l'écologie. Donc, comme c'est annoncé, il y a trois tables de discussion qui sont proposées. Une première qui est sur tous ces envies qu'on peut avoir de consommer, de s'habiller, etc., plus durable, zéro déchet, mais aussi sur les tâches que ça représente et la charge mentale que ça représente et qui repose beaucoup sur les femmes, ce qui pose la question du partage des tâches. Voilà. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir une discussion entre nous là-dessus. Une deuxième discussion autour de la question du droit de choisir, de la contraception. Là encore, évidemment, pour nous, le droit de choisir d'avoir des enfants, la contraception, l'avortement sont des droits indispensables, imprescriptibles pour les femmes, mais là encore, l'essentiel de la charge, de la responsabilité du poids sur la vie et sur la santé repose sur les femmes. Donc on a aussi envie d'avoir une discussion un peu tranquille autour de ça, y compris d'ouvrir des portes à des alternatives. Et puis la troisième question qui a aussi à voir avec le féminisme et avec l'écologie, c'est toutes ces injonctions à consommer dont nous sommes comme femmes les principales cibles, puisqu'il faut acheter pour être belle, jeune, en forme, je sais pas quoi, enfin bon, voilà. Et autour de toute cette question de la consommation et des injonctions à consommer qui nous sont directement adressées, comment résister à ça. Voilà un beau et riche programme sur lequel on espère que vous participerez, que vous resterez dans cette soirée. Voilà, sans attendre, on va démarrer avec Fatima Ouassat, autrice de La puissance des mères. Peut-être que pour démarrer, puisqu'on est dans le cadre du monde d'après, et en particulier de l'articulation entre nos luttes de femmes et la question de l'écologie, peut-être que tu peux démarrer par là. Je te laisse d'abord peut-être le droit de te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Là, C'est pas ta faute. là, vous m'entendez? Non. En celui-là. Là. Là, vous m'entendez? Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Fatima Ouassat. Je suis ici en tant que porte-parole du Front de Mer, en tant que membre d'un collectif de mères, de parents à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Et je coordonne aussi un réseau qui s'appelle Réseau Classe Jean Race, qui est un réseau de lutte contre les discriminations que subissent les femmes issues d'immigration postcoloniale, pour l'essentiel de femmes issues d'immigration africaine. Oui, alors l'articulation entre écologie, lutte écologiste, lutte féministe. Alors moi j'étais il y a quelques années encore militante féministe, sensibilisée comme tout le monde aux causes environnementales.
mais ce n'était pas une lutte que je menais particulièrement. Au contraire, j'allais dire, voilà, il y avait déjà des fronts sur lesquels j'étais, et lorsque j'ai eu mon premier enfant, la question des enfants est inscrite notamment dans une perspective écologiste. C'était pas du tout quelque chose que j'avais à l'esprit. Je disais au contraire parce que justement, lorsque j'ai eu mon premier enfant, on a passé une sorte de pacte avec le père de mes enfants, qui n'était pas de militantisme à la maison, en tout cas pas de militantisme qui pourrait avoir un impact sur nos enfants, donc tout ce qui concerne la crèche, l'école, l'hôpital. Bon, entre parenthèses, parce que voilà, ça risque d'être trop lourd à porter pour la famille et pour les enfants. Je dis ça parce que je suis vraiment arrivée aux luttes écologistes, vraiment contre mon gré. Alors je vous le fais en cours, je le raconte dans le livre, dans le détail, parce que vraiment ça a commencé comme ça. En fait, il s'est trouvé tout simplement que lorsque j'ai renseigné une fiche d'inscription pour inscrire ma fille en petite section de maternelle, on m'a demandé, concernant le régime alimentaire, si ma fille consommait du porc ou pas, et rien d'autre en fait. Il se trouve que je sortais de la crèche départementale où il y avait la possibilité d'avoir un repas végétarien, et qui n'était même pas considéré comme repas de substitution. Il se trouve que, je le dis aussi, parce que peut-être c'est important tout à l'heure à poser dans une perspective féministe, j'ai allaité mes enfants, j'ai allaité en tout cas ma fille pendant 2 ans, et que ça a été très très difficile. J'ai été très entravée dans l'espace du travail notamment. C'était quelque chose qui était très stigmatisé, et d'autant plus stigmatisé que les mois passaient. L'enfant devenait grand et puis c'était presque pas normal en fait que j'allaite aussi longtemps. Donc voilà, je suis arrivée épuisée à la porte de la maternelle à cause de l'allaitement, et je suis arrivée vraiment voilà, en considérant que l'alimentation de mon enfant c'était très 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 important. Donc quand on m'a demandé voilà, est-ce que porc, pas porc, et qu'il n'y avait rien d'autre, voilà, pour moi c'est un problème très technique. C'est mais elle est où la question concernant le repas végétarien en fait. Et donc j'ai posé la question très très naïvement à la FCPE, où je suis entrée pour ça précisément, parce qu'il y avait un problème technique. Moi, encore une fois, je militais déjà beaucoup. Je ne voulais pas avoir une casquette supplémentaire de parents d'élèves forcément, etc. Moi je voulais juste entrer à la FCPE pour régler ce problème. Voilà, il faut un plat végétarien, je ne suis pas la seule à être concernée dans l'école. Il y avait plein de parents qui étaient concernés, et donc plein d'enfants en fait en réalité qui étaient concernés. Et donc voilà, il y a un petit problème très technique, il faut une solution technique. C'était en 2016, fin 2015-2016, et alors, je le dis aussi de manière un peu anecdotique, mais était discutée une proposition de loi à l'Assemblée nationale de Yves Gégaud, donc, qui est un député de droite, et qui avait fait une proposition de loi pour une alternative végétarienne à la cantine à l'horizon 2018. Voilà, il y avait ce truc-là où en fait c'était discuté à l'Assemblée nationale, il n'y avait pas de raison que la FCPE bagnolée de l'école de ma fille, en fait, ce soit un autre sujet. Et donc voilà, j'ai posé cette question-là à la FCPE pour dire, voilà, j'aimerais qu'on discute de la possibilité d'avoir un plat végétarien. J'avais commencé un petit peu à me renseigner. Il se trouve que dans une ville de la région parisienne, à Fontenay-sous-Bois, venait d'être installée l'alternative végétarienne, et il s'est appuyé sur des chiffres qui montraient notamment que 50% des enfants de maternelle sortaient de la cantine et entamaient leur après-midi sans avoir bénéficié d'un repas équilibré. 50% des enfants. Voilà, je ne vous parle pas du gaspillage de la viande qui était jetée, je ne vous parle pas des parents que je connaissais qui, à 8h30, au moment d'amener leurs enfants, disaient à leurs enfants, voilà, je suis obligée de travailler, donc c'était surtout des mères, je suis obligée de travailler, donc je ne peux pas venir te récupérer à la cantine, mais voilà, si on met de la viande dans ton assiette, tu la manges pas, surtout tu la manges pas, même si la personne, la tienne, te dit de la goûter, de la manger cette viande, on t'impose dans l'assiette, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que la viande était imposée dans l'assiette, surtout tu la manges pas, etc. Et donc voilà, je voyais des enfants être pris dans un conflit d'autorité entre l'institution qui disait mange la viande, goûte un petit peu, c'est pas grave, et le parent qui disait surtout tu manges pas la viande, et donc voilà, l'enfant finalement qui n'avait pas grand chose à manger quand il y avait du hachis parmentier ou des choses comme ça, donc voilà, il restait un petit peu de pain. Donc voilà, c'était un problème encore une fois très technique, et je pensais qu'il allait donc se régler en 2 minutes quoi. Et même si voilà, je trouve que je milite sur les questions notamment de racisme structurel, d'islamophobie, des choses comme ça, mais je ne pensais pas que ça allait arriver à la cantine et que ça allait prendre une ampleur incroyable, parce que vraiment ça a pris une ampleur incroyable, c'est-à-dire qu'il y a eu tout de suite une levée de bouclier. Alors moi je parlais d'alternative végétarienne, et ce que je raconte c'est que ouais, les comptes rendus, ça parlait de halal.
alors que jamais je n'utilisais ce mot halal. Voilà, moi je suis moi-même végétarienne, donc je ne veux pas ni de halal ni de pas halal à l'école, mais systématiquement, voilà, c'est Fatima Ouassa qui veut un débat sur le halal. Donc je devais faire corriger les comptes rendus, ça c'était au tout début. Ensuite on m'a opposé des arguments. Alors il y avait l'idée que les enfants pauvres, donc des quartiers populaires, si on ne leur sert pas de viande à la cantine, en fait, ben, ils n'ont pas de viande parce qu'ils sont trop pauvres et les pauvres ne mangent pas de viande. Donc, alors moi du coup j'amenais des rapports qui montraient, des rapports signés estampillés ministère de l'Agriculture, et qui montraient que c'était pauvre dans les années 80, et qu'aujourd'hui au contraire ce sont les classes populaires, je pense que vous en avez parlé en début de semaine, ce sont les classes populaires qui consomment plus de viande que les classes moyennes supérieures, 33-35% de consommation de viande supplémentaire. Donc c'était l'inverse. Et tout simplement parce que la viande aujourd'hui elle n'est pas chère, en fait la viande industrielle qui a 80-90% des très bons marchés par rapport aux légumes de bonne qualité, par rapport aux légumineuses, etc. Et donc voilà, next, autre argument pédagogique cette fois, il fallait que l'enfant s'intègre, en fait tous les enfants s'intègrent, et que si l'enfant ne mange pas de viande, bah, du coup il ne va pas s'intégrer, il va être stigmatisé, etc. Et non, c'est faux. Donc là aussi, j'ai ramené des rapports qui montraient qu'en fait, c'était l'âge, donc entre 2 et 5 ans, l'âge de l'apprentissage de la différence, etc., que c'est pas du tout un problème que les enfants ne mangent pas de viande à la cantine. Effectivement, c'était pas stigmatisé par l'institution. Next. Mais à chaque fois, il y avait un... Et alors, jusqu'à ce qu'on arrive, mais en 2 minutes, hein, là, on a l'impression que ça prend du temps, mais très très rapidement, est venu l'argument communautariste, en fait, une alternative végétarienne. C'est parce que je voulais imposer la charia à l'école, parce que je voulais imposer, c'était un cheval de Troie en fait, pour islamiser l'école, que c'était pas, que je ne venais pas en tant que, dans une perspective écologiste, que je venais dans une perspective islamiste. Il se trouve que dans notre groupe, alors oui, qu'on a fini par créer, parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que donc ça, j'ai essayé de mobiliser au sein de l'AFCPE. L'AFCPE, donc qui est une fédération de parents d'élèves, majoritaire, plutôt située à gauche. L'autre fédération de parents, c'est la PEP, voilà, qui est plutôt située, elle, à droite. Mais en réalité, c'est à peu près pareil, toutes ces questions-là. C'est peut-être vraiment le même combat. Et en fait, au sein de la FCPE, j'ai pas pu obtenir ce débat sur l'alternative végétarienne. La FCPE a considéré que c'était un non-débat, qui a mobilisé là aussi cette histoire de viande, voilà, les enfants ne mangent pas assez de viande, etc. Là aussi, je leur avais dit, mais l'OMS dit 2-3 fois de la viande par semaine, pas plus. Donc il se trouve qu'à Bagnolet, précisément, c'était 5 fois sur 5 de la viande. Donc voilà, on était proche presque de l'empoisonnement en fait, du point de vue de l'OMS, mais rien à faire. Donc voilà, on a fini avec d'autres parents par créer notre asso de mères en fait. Bon, il se trouve mères parce que en fait, c'est les femmes qui s'occupent de l'éducation de leurs enfants et encore plus quand il s'agit de nourriture, d'alimentation. Ensuite, bon, j'y reviendrai, on en a fait quelque chose de politique et de féministe, mais au départ, en fait, c'était de fait, on s'est retrouvés entre femmes, entre mères. Et au sein de ce groupe, voilà, on a enfin pu poser la question de l'alternative végétarienne, mais les problèmes ne se sont pas arrêtés, puisque toutes nos actions, tous nos projets ont été qualifiés, ont été entravés, qualifiés de communautaristes, d'islamistes. Vraiment, il y a eu beaucoup de délations, on a essayé de travailler avec tout le monde, y compris avec la FCPE d'ailleurs, avec les organisations écologistes, L214 que vous avez vu ici il y a quelques jours, qu'on a fait venir dans les quartiers populaires de Bagnolet, et pour eux, y compris pour L214, parce que c'était quelque chose d'assez inédit. Pour nous, c'était très bien, et comme pour vous ici, ça s'est très très bien passé, parce qu'il y a un vrai sujet en fait sur l'angoisse des parents d'empoisonner leurs enfants en fait, et d'avoir un propos précis, scientifique, voilà, est-ce qu'il faut donner de la viande, pas de la viande, bon, voilà, donc ça s'est très bien passé avec L214. On a travaillé avec Greenpeace et on a vraiment mis en place un vrai partenariat avec des ateliers en direction des enfants, et puis des parents aussi. On a travaillé avec l'association végétarienne de France, ça c'est un petit peu plus récent, mais là aussi un vrai partenariat. Et malgré tout ce travail fait avec ces organisations écologistes et qui a porté ses fruits, c'est-à-dire qu'il y a eu des changements, y compris dans nos familles, en fait. Il ne s'agissait pas simplement du changement dans l'institution, c'est-à-dire que dans nos familles, les personnes qui cuisinaient moins de viande sont devenues soit flexitariennes, soit même végétariennes. Bon, il y avait déjà des personnes qui étaient végétariennes, voire même véganes. D'ailleurs, c'est drôle pour la personne végane, il y avait une personne végane dans le collectif du début, donc il y a quelques années. Elle portait un foulard. Et là, c'était drôle, c'était pas drôle du tout, mais
elle portait un foulard et du coup, il n'était pas possible qu'elle soit végane. Enfin, il y avait un truc comme ça où en fait, son métier dans la vie, c'était de porter le foulard. Elle se levait le matin et elle avait comme ça cette fonction, je porte un foulard, je porte un foulard. Et donc, non, je ne peux pas avoir des opinions politiques, je ne peux pas avoir une éthique, je ne peux pas avoir un régime alimentaire. Non, non, je mange du foulard. En fait. Enfin, vraiment, et parce qu'il y avait cette idée qu'on avançait masqué. Vraiment, si on a fait des enfants, c'est vraiment pour islamiser la FCPE. Moi, je le disais dans le livre, c'est comme si on avait fait des enfants juste pour infiltrer la FCPE, de bannir les lilas. Enfin, c'est une mission. Avec toutes ces représentations vraiment liées aux mères des quartiers populaires, donc les mères noires, les mères arabes, les mères roms également, avec ces représentations où nous, on ne peut pas aimer nos enfants en fait. Si on se bat, si on mène des luttes, si on prend la parole politique, c'est pas par amour pour nos enfants. Parce que nous, on n'aime pas nos enfants. Il n'y a pas d'amour en fait dans nos familles. Il y a vraiment cette représentation-là sur le fait que les familles, notamment africaines, dans les familles africaines, il n'y a pas d'amour. Si on fait des enfants, c'est pour les allocations familiales. Si on fait des enfants, c'est pour voilà, c'est parce qu'on est des animaux en fait, et que du coup on se reproduit, c'est normal, c'est la nature, c'est le roi lion, on fait des enfants, voilà, c'est le cycle de la vie, mais c'est pas par amour. Moi je m'en étais pas rendu compte autant que là où je me rendais compte qu'en fait c'était des représentations qui étaient vraiment tenaces. Et alors il y a donc le fait de faire les enfants sans amour, et aussi le fait d'instrumentaliser ces enfants. Et on utilise les enfants à des fins d'islamisation de la société, de communautarisme, donc on a été qualifié beaucoup de communautarisme. Là, vous voyez le débat sur le séparatisme, c'est ça en fait. C'est que nous, voilà, quand on se bat, quand on milite, c'est par cette arrière-pensée en fait séparatiste et avec vraiment, encore une fois, malgré tout ce qu'on donnait à voir en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, je pense, en France qui a autant travaillé à ce qu'on appelle la convergence des luttes, les alliances de lutte, aller voir tout le monde, les écologistes, les féministes, essayer vraiment d'avoir un projet politique commun. Et malgré ça, voilà, en réalité, c'est pas malgré ça, c'est que c'était la preuve qu'on avançait masqué. C'est en fait regarder comment elles sont là, aller voir tout le monde, à parler à tout le monde, c'est bien la preuve qu'elles sont communautaristes. Enfin bon, pile, tu perds, face tu perds aussi en fait. Il y a vraiment pas d'échappatoire là-dessus. Bon, ça nous a beaucoup coûté, cette lutte-là nous a beaucoup coûté, alors ça paraît pas grand-chose, cette lutte écologiste. En fait, en réalité, c'est fondamental parce que la question de la nourriture, en fait, elle est centrale. Moi, je m'en suis rendu compte justement en menant cette lutte, en fait, de voir à quel point c'était fondamental pour un parent, pour une mère en particulier, de se soucier de ce que mangent ses enfants, en fait. Et à quel point c'est central aussi en termes de lien social, dans les quartiers, notamment dans les quartiers populaires, etc. Donc, mais c'est vrai que ça paraît anodin, en fait. Moi, je trouve que je milite aussi contre le racisme structurel, les violences policières, etc. Tout à coup, c'est des questions beaucoup plus spectaculaires, où tout de suite ça part, où c'est le quartier, la cité, la cantine, ça paraît vraiment des histoires de bonnes femmes, justement. Voilà, c'est un truc qui n'est pas noble du tout dans le champ militant, la hiérarchie militante, on va dire. Et malgré ça, donc, comme je vous ai dit, on s'est retrouvés face, comme si on menait une lutte au sein de l'OTAN. Il y avait des stratégies de pouvoir qui s'organisaient de la part des parents qui étaient à la FCPE, parents majoritaires, de classe moyenne super, etc. Et des stratégies qui étaient dignes de Game of Thrones. Et malgré tout ça, ça ne nous a pas empêché de continuer. Je vous ai dit, donc il y a eu déjà un impact dans nos familles, c'est-à-dire que nous, déjà, on a changé de façon de s'alimenter, parce qu'au début c'était la cantine, et puis je vous dis ensuite c'était l'alimentation de manière plus générale. Au début on demandait l'alternative végétarienne, on s'est rendu compte que l'industrie agroalimentaire, donc en l'occurrence Elior, parce qu'il y a Sodexo aussi, vous voulez nous mettre la douille et qu'il y avait toujours le système capitaliste qui voulait quand même se faire un billet, viande ou pas viande, et en fait à la place du steak de viande, nous proposer des steaks de soja industriel, impossible à faire à la maison. Donc, alors autant les gens qui mangent de la viande adulte, peut-être ils ont besoin d'une période de transition pour manger, et du coup il faut que ça ressemble à de la viande. Pourquoi pas? Mais je veux dire, un enfant de 3 ans, son cerveau il est encore tout propre, tout innocent et tout. Pourquoi vous allez lui mettre une histoire de soja et tout? Et en plus, où il va apprendre en plus le fait que voilà, on mange végétarien, ça veut dire qu'il faut aller acheter à Auchan en fait. Je ne peux pas cuisiner moi-même un plat de légumes, un plat de lentilles, voilà, il faut forcément c'est le steak industriel. Bon. Et du coup, ça nous a conscientisé sur la mainmise de l'industrie agroalimentaire dans nos vies en fait, et en particulier dans la vie des classes populaires, puisque ce sont les classes populaires, là encore, malgré les apparences, qui cuisinent le moins.
plus on monte en classe sociale et plus on a le temps de cuisiner tout simplement. Donc quand on est mère isolée notamment, qu'on élève seul ses 3 enfants, qu'on commence tôt le matin, tard le soir, que bon bah évidemment c'est beaucoup plus voilà, c'est beaucoup plus difficile de cuisiner et évidemment bah, on passe beaucoup plus par le surgelé, industriel, etc. etc. Donc voilà, ça nous a conscientisé sur les questions écologiques plus largement. On a constitué notre groupe, nous ça nous a soudés. Voilà, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé en termes de solidarité entre femmes, entre mères, et vraiment c'est devenu du coup au fur et à mesure une lutte féministe, parce qu'on a dû en fait aller dans l'espace public, aller revendiquer des choses auprès des institutions, donc auprès notamment des collectivités territoriales en charge de cette question de l'alternative végétarienne par exemple. Et donc ça nous a permis en fait de monter en puissance. C'est pour ça que j'ai appelé la puissance des mères, c'est vraiment voilà, c'est comment à travers une petite bricole, l'alternative végétarienne, au fur et à mesure on conscientise en fait le fait que ce sont nos enfants. Surtout pour des femmes qui vivent dans les quartiers populaires ou qui sont très stigmatisées en termes de parentalité, où en fait on a tendance à les stigmatiser comme des parents démissionnaires, comme des parents laxistes, le fait que ce sont des mères, des parents qui ne s'occupent pas bien de leurs enfants ils traînent dehors, ce sont des délinquants, etc. Il y a tout cet imaginaire très stigmatisant pour les mères des quartiers populaires. Là tout à coup, avec ces luttes-là, en fait, on se rendait compte à quel point, voilà, nous, on se bat pour nos enfants. Moi, ça m'a permis aussi de faire le raccord avec des luttes de l'immigration, où ce sont beaucoup des femmes, des mères, en fait, qui prennent le devant, et pas le devant pour faire la vaisselle, parce qu'on m'a beaucoup reproché pourquoi faire une mère, pourquoi un truc sur les mères, pourquoi vous ne parlez pas des pères, pourquoi vous ne parlez pas des hommes. Bon. C'est d'ailleurs beaucoup d'hommes qui posent la question, en fait, Et en fait, moi, ce que je leur disais, c'est que là, il s'agit de prendre la parole politique, donc de prendre le micro. Donc si c'est un débat pour savoir qui va faire la vaisselle, s'occuper, changer les couches, etc., moi je veux bien ce débat-là sur la répartition des tâches, ménagères, etc. Mais là non, là à partir du moment où c'est... Et il se trouve que ce sont les femmes qui, vous le savez, qui s'occupent de l'essentiel des tâches ménagères, l'éducation des enfants, etc. Donc il n'y a pas de raison qu'au moment de prendre le micro et d'être devant en fait, dans les luttes et d'être devant politiquement, il n'y a pas de raison de partager la place avec les pères, avec les hommes en fait. Voilà, il faut que cette répartition, il faut qu'elle se fasse en amont. Et ça, en fait, cette conscience-là, du rôle qu'on a, y compris du rôle politique, et de voir qu'en fait, il y a des luttes de merde, peut-être je peux en dire un mot sur ces luttes de merde, notamment une, et je suis contente de l'avoir visibilisée dans mon livre, et du coup, bah, là où je vais un peu dans les médias et tout, bah, j'en parle systématiquement, et vraiment, je suis contente, elles existent toujours, ces mères-là, c'est une folle de la place Vendôme, elles habitent plutôt dans la région lyonnaise. Elles ont été oubliées, je le dis notamment par les féministes, alors que ce sont des luttes de femmes extraordinaires. Elles ont été oubliées, y compris dans les luttes antiracistes et de l'immigration, malheureusement en fait. Alors, les femmes de la place Vendôme, donc c'est début des années 80, notamment alors à partir de 80-81, il y a eu beaucoup de meurtres, de crimes policiers et de ratonnades à Marseille. Je pense que vous le savez. Il y a eu, donc certains d'ailleurs ont parlé d'arabicide. On n'était pas loin de la guerre d'Algérie et il y avait l'habitude de tirer sur l'arabe en fait. Hommes ou enfants, voilà, les enfants étaient visés aussi pour un bruit de mobilette, pour un soupçon de vol de mobilette. Là, je ne sais pas si vous avez vu Mahamadou Traoré, le cousin d'Assa Traoré, paix à son âme, qui est mort là il y a quelques jours. Voilà, tout de suite, le Parisien a titré il est mort parce qu'il voulait s'enfuir, fuir la police, et le Parisien a utilisé l'expression le voleur de mobilette. Et c'est vraiment tout l'inconscient colonial vraiment qui réémerge là, parce qu'à l'époque, voilà, on tuait sous prétexte d'un soupçon de vol de mobilette ou d'un vol de mobilette. Et c'était finalement l'idée que ces gens-là méritent la mort, y compris les enfants. Parce que ces enfants-là ne sont pas des enfants, ce sont des Arabes, ce sont des Noirs, mais ce ne sont pas des enfants. Nos enfants ne sont pas considérés comme des enfants. Et donc il y avait, voilà, comme ça des meurtres, mais je ne vous dis pas que de la police, c'était aussi le voisin qui, à l'époque, parce qu'on pouvait acheter les fusils, les fameux 22 longs rifles, on pouvait les acheter en supermarché, c'était sous vitrine, on pouvait les acheter. Et donc ils sortaient, ils tiraient dans le tas, et ils tiraient d'autant plus qu'il y avait une impunité judiciaire derrière, c'est-à-dire qu'on risquait pas grand-chose en fait à tirer l'arabe, y compris l'enfant arabe, parce qu'il y a eu des enfants qui ont été tués. Et notamment Lawari Ben Mohamed, donc un petit de 17 ans à Marseille, qui a été tué par un CRS. Et il y a une mobilisation de mères qui s'est organisée tout de suite dans les jours. Une mobilisation très connue. Il y a une photo que vous avez publiée
que j'ai vu publier sur, je crois que c'est toi qui l'as publié sur Insta, une très belle photo de Sio, en fait, qui montre ses mères et elles sont là avec une sorte de radio-cassette, mais en fait, qui fait sono, le micro, et voilà, et elles avaient un discours internationaliste vraiment, je dis, incroyable en fait, où elles disaient, voilà, mère du monde entier, rejoignez-nous, c'est pour tous nos enfants, c'est pas que pour nos enfants à nous là, mais c'est pour tous nos enfants. Il y a eu en 84 une référence explicite aux mères du monde entier, lorsque des mères d'enfants tués par la police ou par des voisins racistes, par des collègues racistes, il y a eu une référence et oui, une parole politique internationaliste qui a été tenue, notamment dans la manière de se qualifier, le fait de s'autonomer folle. Donc c'est les folles de la place Vendôme, en référence, et ça je pense que vous les connaissez mieux, les folles de la place de Mai, donc ces femmes qui sont venues sur la place de Buenos Aires en Argentine, donc peu après le coup d'État et la dictature militaire, pour demander des comptes sur leurs enfants disparus. Il y en a eu à l'époque plusieurs dizaines de milliers, plus de 30 000, et donc ils venaient, voilà, où sont devenus nos enfants, et voilà, dans une sorte de, avec des faux cercueils, avec plein de symboles comme ça, parce que c'est quand même, voilà, les femmes qui sont ici savent ce que c'est, voilà, si on perd un enfant mais qu'on ne sait pas ce qu'il devient, c'est vraiment voilà, l'enfer des mères, quoi. On veut faire le deuil, mais on ne peut pas parce qu'on ne sait pas ce qu'est devenu, on ne sait jamais, il y a toujours le petit espoir que l'enfant va revenir. Et donc elles se sont autoproclamées folles de la place de Mai, je ne sais pas si vous savez, parce que en fait, la junte militaire a voulu les chasser comme ça de la place en leur disant mais barrez-vous, espèce de folle. Voilà. Mais comme on tente de chasser de l'espace public les femmes, en réalité de manière plus générale, pas que les mères, avec cette idée d'hystérique, d'enrager les femmes en colère, etc. On ne supporte pas les femmes qui pleurent dans l'espace public, c'est aller pleurer dans vos chambres, quoi. Et donc voilà, folle. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ces femmes en fait se sont réappropriées ce stigmate, en disant oui, bah oui, on est folle de colère, on est folle de rage, et gare à vous, parce qu'on est folle d'amour aussi, et on est prête à tout pour nos enfants. Et c'est ce retournement du stigmate qu'a aussi mobilisé donc, ces mères en France, qui vivent en France, et qui se sont reconnues dans ce combat-là de mères, en fait, et qui ont dit, voilà, bah, nous c'est pareil, nous on pleure nos enfants et on veut la justice. Et donc ils venaient dans les tribunaux, qui sont venus d'ailleurs, pourquoi folle de la place Vendôme? Parce qu'évidemment, elles ont occupé la place Vendôme à Paris, avec aussi les mêmes symboles que les mères de la place de Buenos Aires. Et voilà, et pour revendiquer, voilà, on veut la justice après le meurtre de nos enfants, justice qu'elles n'obtiendront pas. Et elles disaient elles-mêmes à quel point leurs enfants avaient été tués une deuxième fois, puisque c'est des scènes horribles, hein, moi que Enfin, pour écrire le livre, du coup, je suis retournée un petit peu dans les archives. C'est des femmes, elles sont frappées, elles sont insultées, on lâche les chiens, on balance des grenades lacrymogènes dans les tribunaux pour les chasser en leur disant mais barrez-vous, alors qu'elles ont perdu leurs enfants, en les criminalisant, en considérant que ce sont elles qui ont mal éduqué leurs enfants. C'est pour ça qu'ils voulaient voler la mobilette, donc s'ils sont morts, c'est de leur faute, etc. C'était très très dur à lire, enfin, c'est vraiment bon, ça ressemble un peu en réalité à ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a ces scènes-là au début des années 80. Alors, ça a duré 2 ans, cette lutte. Donc, la lutte des folles de la place Vendôme a duré 2 ans. Je vais en parler très rapidement, puis finalement, je n'ai pas désolé, mais ça a duré 2 ans parce qu'en fait, ça les a fatigués, cette criminalisation de leur lutte. Ça les a vraiment... voilà, elles étaient en dépression et elles disent elles-mêmes, bah voilà, mais j'avais d'autres enfants en fait. Donc me battre pour avoir justice pour cet enfant mort qui ne reviendra pas, bah, en fait c'était aussi enlever à mes autres enfants une mère, quoi. Et donc elles se sont arrêtées en 86. Mais en tout cas pour nous, mères, mais parents de manière plus générale, et puis tout le monde en fait en réalité dans la société, ça montre que voilà, on se bat pour nos enfants, on s'est toujours battu pour nos enfants, y compris en tant que mère. Et quand bien même on militerait dans des espaces féministes, où on peut avoir l'impression que les mères c'est quelque chose d'aliénant, c'est pour faire la vaisselle, c'est les mères au foyer, c'est pas la classe, quoi, en termes militants, on est d'accord, hein, d'être mère dans les espaces féministes. Là c'est une manière de dire, non, regardez, en fait, on ne fait pas le deuil du politique lorsqu'on devient mère, en fait. Et on peut aussi mobiliser le fait d'être mère pour mener des luttes politiques. La preuve, c'est Paul de la place Vendôme dans les années 80, et la preuve depuis, puisque les luttes de mères n'ont jamais cessé en France. Et c'est quelque chose, moi, je trouve, qui est à valoriser pour les féministes.
tout ça pour dire que donc, lorsque on s'est mobilisé en tant que maire, et puis voilà, qu'on a fait le raccord aussi avec cette histoire de lutte féministe, de lutte des quartiers populaires et d'immigration, ça nous a donné vraiment encore plus de force pour traiter toutes les questions qui avaient trait à nos enfants. Et donc, alors déjà dire que sur l'alternative végétarienne, on a gagné là, depuis la rentrée de septembre, c'est-à-dire qu'on a obtenu l'alternative végétarienne malgré tout ce qui s'est passé. Bon après c'est pas normal d'attendre 3, 4, 5 ans pour obtenir quelque chose. Je veux dire, et c'est parce qu'on est des femmes, pour l'essentiel arabes, musulmanes, habitant les quartiers populaires, qu'on a attendu aussi longtemps. Si moi, comme je le dis, si j'avais été une femme blanche de classe moyenne, bon, j'aurais été élue parent écolo de l'année, quoi. C'est parce que je suis notamment musulmane que voilà, ça a été autant la galère. Mais on a gagné, donc c'est important de dire, voilà, quand on se bat, voilà, tous les coups, voilà, la lutte, oui, c'est comme ça, la lutte, ça coûte. Mais au final, voilà, on a gagné à Bagnolet, on a l'alternative végétarienne, on a gagné à Montreuil, on a l'alternative végétarienne. Voilà, dans les endroits comme ça où on a lutté, parce qu'après, du coup, tous ces petits collectifs ont fait des petits, on a gagné. Et on s'est mobilisé sur la question des ascenseurs, notamment, dans une perspective écologiste, là encore, avec moi aussi, ce qui m'a permis d'ailleurs de conscientiser ce que pouvait être l'écologie pour les quartiers populaires, c'est-à-dire, fondamentalement pour moi, c'est la définition que j'en donne, le fait de pouvoir circuler librement dans l'espace public. C'est-à-dire que quand on habite, comme moi, mais je pense comme certaines ici, dans des immeubles, dans des HLM, où on est surconcentré, où il y a une promiscuité, où les ascenseurs sont en panne, et que le quartier quadrillé, qu'il y a la police, etc., vraiment, je veux dire, ne pas mettre au centre d'enjeux écologiques la possibilité de circuler, de prendre de la place, de s'étirer, de jouer pour les enfants, bon, c'est pas de l'écologie pour moi. Du point de vue des quartiers, l'écologie, c'est ça, c'est prendre de la place, occuper l'espace public, y être chez soi, parce que les populations issues d'immigration postcoloniale en France sont considérées comme n'étant pas chez elles, et on leur rappelle dans les médias, au cinéma, mais aussi à travers le contrôle policier, le fait de demander à nos enfants, garçons, systématiquement les papiers, la carte d'identité pour prouver qu'ils sont bien français, c'est vraiment pour leur dire tu es de nulle part et tu n'es pas ici chez toi. Voilà, donc tu rentres chez toi. L'injonction qu'on fait aux mères de tenir leurs enfants à la maison, c'est ça aussi, c'est de dire voilà, si vous ne tenez pas vos enfants devant la télévision, faites ce que vous voulez, jeux vidéo, télévision, portable, comme vous voulez, mais en tout cas, on ne veut pas que vous laissiez traîner vos enfants, sinon vous êtes des parents laxistes et démissionnaires. C'est aussi ça, c'est aussi une assignation à résidence. Et donc pour moi, voilà, l'écologie, c'est ça, c'est lutter contre ce rôle tampon dévolu aux mères, c'est-à-dire dire quand on nous dit, mais alors est-ce que vous appelez au calme quand ça brûle, parce qu'il y a un enfant qui a été tué, dire on n'appelle rien du tout, il n'y a pas de calme. Nous, ce dont on veut parler, c'est le fait qu'on tue nos enfants dans une totale impunité, qu'on considère que nos enfants ne sont pas des enfants mais des sous-humains en fait, et que finalement s'ils sont morts c'est qu'ils méritaient de mourir. C'est pire que la peine de mort parce qu'ils n'ont même pas été jugés. Donc c'est de ça dont on veut parler. Après, des poubelles qui brûlent, des voitures qui brûlent et tout, des bibliothèques qui brûlent. À l'époque on me disait mais des bibliothèques, tu te rends compte, le symbole du livre, on n'en a rien à foutre des bibliothèques. Moi je le dis, que brûlent toutes les bibliothèques du monde entier, si ça peut sauver un enfant. Pour moi ce qui compte c'est que cette société en fait se mobilise et considère que ce n'est pas normal qu'en France des enfants noirs et arabes soient tués dans une telle impunité, soient tués par l'État. Et dans une telle impunité, parce qu'ils ne sont pas considérés comme des enfants, ils ne sont pas considérés comme des êtres humains. Voilà, pour moi c'est ça qui est important. Et donc voilà, rompre avec cette figure de la mère tampon, ça commence par ça. Et c'est aussi pouvoir, je vous disais, circuler dans l'espace public, occuper l'espace public, dire qu'on est chez nous ici. Voilà, dans l'espace public, pas que dans nos appartements exigus, on est chez nous dehors. On veut que nos enfants puissent jouer, ça c'est la première chose, mais on veut aussi exister politiquement, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir discuter politique si on veut dans le quartier, qu'est-ce qu'il y a parce qu'on a été taxé de communautarisme, on n'a pas d'agora, tout est fait dans les quartiers populaires pour parcelliser, pour compartimenter les espaces, pour ne pas permettre en réalité de mobilisation politique, pour ne pas permettre d'existence politique. Donc moi ce que je dis c'est que l'écologie c'est ça aussi, c'est pouvoir se réapproprier l'espace politique et y être ensemble. Voilà, lutter contre le fait qu'on soit isolé. Encore une fois, dans nos appartements et tout, le fait de nous isoler, c'est ça, c'est de tuer le politique dans les quartiers. Là, de dire, voilà, nous, on veut être ensemble, en fait, on veut éduquer nos enfants ensemble, on veut pouvoir réfléchir ensemble à leur sort, à leur devenir. On a quelque chose à dire sur ce que vont devenir nos enfants. Et je finirai par juste un lien avec les écologistes, et c'est pour ça que, y compris en tant que féministe, y compris en tant que mère, moi, je me retrouve dans le propos écologiste. Bon, pas le propos écologiste de tout le monde, hein. Je ne sais pas si vous avez vu Jadot, son truc sur le burkini, etc. Je crois que c'est un truc qu'il a dit ce matin, donc ça, je ne suis pas en train de parler de ce type d'écologie.
Non, moi je parle des écologistes lorsqu'ils parlent des générations futures sincèrement, en disant voilà, il faut construire un autre monde pour nos enfants, il faut aussi construire d'autres enfants pour ce monde, et bon, ça c'est le projet pédagogique, c'est autre chose, mais en tout cas, construire un autre monde pour les générations futures. Et si on se met d'accord pour dire que les générations futures, c'est pas 2400, 2500, 2600, mais les générations futures, c'est aujourd'hui. C'est ce soir en fait ce que vont manger nos enfants, ce qu'ils vont respirer, est-ce qu'ils vont pas être tués sous le poids de 3 gendarmes. Si on est d'accord pour dire les générations futures, c'est ça. Bon, ben, moi je trouve moi qu'il y a quelque chose à jouer pour les femmes, pour les mères, pour dire voilà, ben, c'est ça en fait. Nos enfants, c'est l'espoir d'un monde meilleur, donc plus juste, plus égalitaire, plus respirable, et on peut y travailler. Ça peut être un projet politique qui peut nous emmener toutes et tous, pas que les mères, mais un projet politique commun. Voilà. Si vous avez des questions, ça marche? Si vous avez des questions, je fais circuler le micro. Oui, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre peut-être une première série, et puis laisser Fatima répondre, et puis peut-être reprendre éventuellement une deuxième série. Voilà, en essayant d'avoir des interventions qui soient assez brèves, de façon à ce que la parole puisse circuler. Désolée, il y a un peu de logistique. Bonjour à tous, elle est un peu pertinente, mais pour quelqu'un qui écrit un livre et qui demande à brûler les bibliothèques, excusez-moi, mais je suis un peu choquée, parce que j'aime lire, et je pense qu'on ne va pas résoudre les problèmes de la violence par la violence. Je comprends votre combat. Vous savez, moi je suis française, je suis née ici, j'ai des origines, j'en suis fière, et je suis aussi dans un quartier populaire, et je suis bien contente que la culture de tout le monde elle soit réunie. Et on essaie de travailler dans une bonne coordination. D'ailleurs, on s'est présenté à la mairie où j'habite avec Leïla, et j'étais contente d'être avec elle pour tous les combats que vous menez. Mais je ne suis pas d'accord avec vous, mais pas du tout, quand vous parlez de coller la bibliothèque. Parce que vous dites aux enfants, et ça peut aller loin en fait. Vous savez, des fois, les paroles, elles peuvent être choquantes. Vous voyez, moi, je suis plus une enfant, mais elle m'a choquée. Voilà, vous dites pas de Je voulais vous la... Enfin, tant mieux, non, enfin, que vous soyez choqués, mais au moins ça me permet de préciser. Parce que alors, ok. Ouais, je sais plus que je retourne un parce que c'est un truc. Ouais. J'ai juste un micro-point technique, je voulais pas vous interrompre, mais essayez de garder le masque quand vous parlez dans le micro pour les prochaines fois. Comment? C'est parce que je pensais que vous n'alliez pas bien m'entendre. Si, on entend quand même. Alors, je vous réponds tout de suite comme ça, on va mettre de côté les malentendus. En fait, moi je parlais je parle d'expérience en fait, de vécu. Ça, moi je dis pas qu'il faut aller brûler les bibliothèques, c'est pas ça que j'ai dit, pas du tout. Non, mais il ne faut pas brûler les bibliothèques. Les enfants qui nous entendent, les jeunes, les ados, surtout ne brûlez pas les bibliothèques. Non, non, en fait, moi je pense quand il y a des morts en fait, et qui sont des morts, de toute façon, on est d'accord pour dire que les jeunes qui sont tués par la police ne méritent pas de mourir. Voilà, on est d'accord là-dessus. Voilà. Et il se trouve que c'est toujours les mêmes qui sont tués par la police. Donc c'est quelque chose qui est injuste, En fait, moi ce que je veux dire, c'est que quand il y a des morts tués par la police, parfois le quartier s'enflamme. Voilà, et des poubelles, des voitures, etc. Notamment, vous savez, Ziad Benna, Bouna Traoré en 2005, ils sont morts dans le cadre d'une intervention policière. Vous connaissez cette histoire. Il y a eu 3 semaines ensuite de révolte populaire où en fait les jeunes des quartiers populaires se sont sentis solidaires de ce qui s'était passé parce que c'était injuste en fait que des enfants de 15 et 17 ans soient tués, et je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, mais médiatiquement on a renvoyé la responsabilité aux parents en disant mais pourquoi ils ont laissé leurs enfants traîner dehors, c'est des parents démissionnaires, c'est parce qu'ils sont polygames, c'est parce que c'était la faute des parents. Et c'est vrai que ça a brûlé, parce que si ça a brûlé, c'est parce qu'il n'y a pas eu de reconnaissance même du crime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de parole. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je crois que c'était il y a 2 ans, il y a eu un mort à Épinay-sur-Seine, et le soir même, ou alors le lendemain, une bibliothèque a brûlé. Et quand le jeune est mort, donc je ne sais plus quel âge il avait, c'était un jeune, c'est un adolescent, est mort,
Les politiques n'ont même pas calculé les parents, en fait, pour envoyer un petit mot de condoléances, pour dire, ben, voilà, juste condoléances, on ne sait pas ce qui s'est passé, il va y avoir la justice et tout, mais juste faire semblant de s'inquiéter du fait que quand même, un de leurs administrés, il y a un enfant, un adolescent qui est mort. Rien. Les médias ne s'intéressent pas, tout le monde s'en fout en fait, parce que vraiment ce ne sont pas des enfants, ce ne sont pas des humains en fait, on n'en a rien à foutre qu'ils crèvent. Et par contre, quand la bibliothèque a brûlé, BFM TV, les médias, les politiques, le premier ministre de l'époque, le maire du Havre, j'ai déjà oublié son nom, Édouard Philippe, lui-même est venu, s'est déplacé, et venu dire c'est scandaleux, la bibliothèque, le symbole du livre, enfin tout ce truc-là. Et c'est là où je dis, mais on en a rien à foutre en fait. Parle-nous du gosse qui est mort en fait. On veut savoir pourquoi il est mort. Moi, du coup, c'est plus pour dire, mais pourquoi on ne reconnaît pas, même pas la douleur du parent qui a perdu l'enfant. On lui envoie même pas un petit mot, juste en SMS, même pas un truc public. Et pourquoi on s'inquiète du papier plus que de l'enfant? C'est ça que je veux dire. Et en fait, les médias, pardon, je finis juste là-dessus, systématiquement, quand il y a un mort et que ça brûle derrière, les médias viennent dans le quartier, moi je les ai vus, viennent dans le quartier, tendent le micro et disent, alors, mesdames, vous appelez au calme? Tout de suite. On ne peut même pas parler du mort. C'est tout de suite, est-ce que vous appelez au calme? Et moi, c'est ce que je vous disais, non, moi j'appelle pas au calme. Mais j'appelle pas non plus à briser des bibliothèques. Mais j'appelle pas au calme. C'est-à-dire que, voilà, ce truc-là de jouer les mères tampons, en fait, de dire, allez, calmez vos gosses, là. Non, des fois, en fait, nos enfants sont en colère. Les amis de Zied et de Boula, ils étaient en colère. Ils ont perdu leur ami. Voilà, c'est ça aussi, c'est pourquoi il n'y a pas cette compréhension du fait que c'est des morts, c'est des êtres humains, et que ça devrait choquer tout le monde. Vous voyez? Est-ce que vous êtes rassurés? J'avais pas compris comme ça, mais vu comment vous l'expliquez derrière, c'est merci. Bonjour, à titre d'exemple, par exemple, la bibliothèque de l'Université de Rouen là-haut en lettres ne passe pas les recommandations des pompiers si ça brûle, en fait, il n'y a pas possibilité de la sauver. Hein. Donc le gouvernement n'a rien à foutre en fait des bibliothèques en réalité, je veux dire, enfin, entre le discours et les actes, il y a vraiment des écarts monstrueux. Et ce que j'apprécie beaucoup dans votre travail, en fait, même si je ne vous ai pas encore vu, mais c'est juste une question de temps, c'est le fait justement que vous fassiez un focus quand même sur ce qui fabrique des oppositions dans les mouvements féministes. Et quand j'ai beaucoup apprécié quand vous aviez dit, écoutez, la question c'est pas de savoir pourquoi ces femmes portent voile et mais pourquoi elles n'ont pas de job parce qu'elles portent un voile. Et la vraie question c'est pourquoi elles n'ont pas de travail. L'autre question c'est une question qui est beaucoup plus complexe et sur laquelle effectivement il faut qu'on travaille, mais voilà. Et or, les féministes en fait se divisent sur des questions qui sont finalement importées du patriarcat pour nous diviser, quoi. Et je trouve que cette question-là, elle est très courageux finalement de le porter, parce que moi je comprends du coup que vous soyez stigmatisés systématiquement, on vous oppose des jugements, des procès d'intention, des choses de cette nature-là. Après, moi je voulais simplement témoigner d'une situation. Je suis née à Strasbourg, je porte un nom allemand, et je ne parle pas le dialecte alsacien. Et donc je me sens très proche finalement des populations arabes elles-mêmes, parce que je suis quelque part déracinée dans le sens où quand j'étais enfant, je me faisais stigmatiser parce que j'étais, je renonçais moi-même, alors que je n'étais même pas consciente de la situation. Mes parents sont allemands, hein, d'accord? Je renonçais moi-même, en fait, à parler le dialecte par fierté, par je ne sais quoi, voilà. Donc j'avais aussi un phénomène de stigmatisation finalement de là où j'étais. Parce que le territoire alsacien, bien entendu, a été comme l'Algérie, hein, occupé, et puis réoccupé, etc. Et finalement, je sens que dans tous ces mélanges culturels, toute cette histoire qui fait finalement qu'on est ici, toute la diversité, etc., on a tendance en fait à finalement entendre ce discours permanent et nous-mêmes au niveau des femmes et notamment des mères, avec cet effet tampon, de vouloir, comme vous dites très bien, j'apprécie beaucoup parce que j'ai 3 enfants aussi, voilà. Sur les questions féministes, sur le fait que nos enfants portent quand même des vêtements sexuels alors qu'ils sont sexualisés quand ce sont des filles, que les garçons, quand ils voient des vulves, des empreintes de vulves, parce qu'il y avait un événement dans une association, ils disent oui, mais toi tu l'as fait maman, mais qu'est-ce qu'il va dire papa, etc. Oui, et je trouve que justement c'est fort de montrer et de faire sortir ces contradictions dans le discours féministe, et j'apprécie beaucoup le travail. Il y a d'autres questions? Alors, dans votre livre, vous évoquez à plusieurs reprises les réponses que vous font les institutrices ou instituteurs, je ne sais plus, à vos demandes. Et du coup, aujourd'hui, l'école, elle joue clairement pas son rôle là-dedans.
bizarrement, elle joue presque plus le rôle sur l'écologie que sur l'antiracisme, alors que bon, il y a encore beaucoup de travail. Donc qu'est-ce que vous en pensez? À votre avis, quelle doit être la réponse de l'école institutionnelle, de l'éducation nationale, qui pour l'instant ne prend pas du tout ce rôle-là en charge, et voilà. J'ai demandé l'autorisation de me baisser, mais je baisse jamais la garde. Moi, pour essayer d'avancer en positif, comme la question de la nourriture était un premier point, je pense qu'il y a des expériences qui existent, qu'il faudrait faire connaître, de manière à ce qu'à un moment donné, ce soit les gamins qui choisissent. Le fait qu'à un moment donné, c'est plus le fait qu'on vient servir à la douche les gamins dans l'assiette, ou qu'on leur impose de prendre telle ou telle chose, le fait qu'à un moment donné, ils peuvent choisir un plat, ils ne peuvent pas en choisir. Ça veut dire que c'est important, c'est en fonction de leur humeur, de leur copain, parce que souvent il y a des phénomènes de mimétisme. Et comment c'est pour moi quelque chose d'important. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il y a différentes sortes de viande, il y a pas de viande, et ainsi de suite, il y a du porc, pas de porc, c'est important. Au niveau de la ville de Saint-Étienne, donc après, ça fait un bout de temps qu'on a mis en route ce système-là, et le bilan est positif. Alors reste un petit écueil, c'est la question de l'âge. C'est évident qu'un gamin qui est au CP, CP, CE1 peut choisir. Quand il est en section maternelle, c'est pas évident parce qu'il va vouloir ça parce que c'est telle couleur ou telle autre. Mais il faut travailler sur le fait que les enfants choisissent. Ça fait 4 jours dans la semaine, je pense que c'est important. Deuxième chose, là, sur la question des bibliothèques, moi j'ai eu le même ressenti que la dame. J'étais inscrite. Un de mes boulots, c'était d'emmener les enfants à la bibliothèque avant que ce soit la mode de les emmener, pour qu'ils puissent rentrer dans la bibliothèque, choisir des livres et s'emparer de ça. Je pense que ça peut. Alors je suis d'accord que, effectivement, ne pas poser la question quand un enfant est mort, on s'intéresse sur la bibliothèque, mais c'est pas si fréquent que ça. Généralement, il y a, même dans tous les quartiers, il y a une sensibilisation qui se fait. S'il y a un enfant qui a été blessé, à un moment donné, le soutien, quel que soit. Moi, je pense que ça, sur les bibliothèques, il faut faire très attention. Et une fois, on avait une manif devant le rectorat, où finalement, il y avait des livres proposés par la hiérarchie de l'éducation nationale. Il y a des copines qui avaient voulu les brûler, et finalement, on avait dit non, parce qu'on ne veut pas porter cette image-là, parce que ça fait partie justement du plus. Et dans les bibliothèques, il y a des choses qu'on doit mettre en bouquin. Avoir des gamins en écriture arabe, ben moi je pense que ça fait partie aussi de la bibliothèque. Bon, parce qu'à un moment donné, après qu'il y a une traduction de tel ou tel tableau, il y a une ouverture qui se fait. Et mon dernier point, c'est qu'on a eu les fêtes de la libération, le 30 août, la fin août, pour l'agglomération rouennaise. Bon, à un moment donné, c'était comme par hasard les Américains blancs, et puis brusquement, les tirailleurs sénégalais, qui avaient fait quand même beaucoup de choses, avaient été oubliés. Si chacun et chacune de cette assemblée œuvrait pour, dans sa ville, au moment des fêtes de la libération, la question qu'il y ait des photos avec des soldats blancs, noirs, américains, cueillaient les tirailleurs sénégalais, je pense que ça fait que dans la tête des gamins, et ça devient plus présent qu'il y a une nécessité de situation. Moi j'ai une question assez. Je ne sais pas si vous avez participé ou si vous avez vu un peu l'organisation de démarche Génération Climat, Génération Adama, même combat, avec le slogan du coup on veut respirer suite aussi à la mort de George Floyd. Moi j'ai trouvé ça super fort. C'est quoi votre retour par rapport à ça? Des pistes aussi d'amélioration peut-être, et de comment est-ce qu'on peut tisser des liens entre tous ces mouvements en fait qui sont des mouvements contre la domination des hommes sur les femmes, de l'homme sur la terre, voilà, de certaines populations sur d'autres. Pour moi c'est ça l'écologie aussi, et je trouve que voilà, ces deux générations qui s'unissaient, c'était très fort. Donc comment on peut faire pour développer ça selon vous?
Alors, concernant l'école, comment l'école, quel rôle l'école peut jouer dans la lutte antiraciste, en fait, c'est ça. Et un antiracisme, voilà, un vrai antiracisme, quoi. Alors, moi, c'est pas le point de vue que j'ai, puisque moi, je me situe en tant que parent. Je ne suis pas enseignante, enfin, il y a des enseignants, des enseignantes dans mon entourage, et je sais qu'ils essayent de changer les choses au sein de l'institution scolaire. Moi, en tant que parent, en fait, ce que je dis, c'est que souvent l'institution scolaire tend à déresponsabiliser les parents quant à la place qu'ils peuvent avoir, qu'ils peuvent occuper au sein de l'institution scolaire, justement, au sein de l'éducation. C'est-à-dire que le parent n'est pas rarement le bienvenu, disons, au sein de l'école, et notamment pour poser cette question, en fait, des inégalités structurelles et des discriminations, et notamment des discriminations racistes. Il n'est pas du tout le bienvenu dans ce cas précis. Donc, non, moi, du coup, mon point de vue, c'est de dire, en fait, c'est parce qu'on va s'organiser en tant que parents. Et ben, du coup, on a créé le Front de Mer, et c'est un syndicat de parents. Et c'est le premier syndicat de parents, en réalité, pas que les quartiers populaires, c'est le premier syndicat de parents tout court en France, parce qu'il n'y a pas de syndicat de parents en France. Il y a des fédérations d'associations, mais il n'y a pas de syndicat, alors qu'il y a des syndicats en Angleterre, aux États-Unis. C'est quelque chose qui est. Le sujet politique parents est beaucoup plus puissant là-bas. Donc, nous, ce syndicat de parents, on a décidé d'en faire un syndicat de mères. Enfin, il n'y a pas que des mères au sein du Front de Mer. Il y a d'ailleurs, je pense, moins de mères que le reste. Il y a des pères, il y a des femmes qui ne sont pas mères, il y a des personnes qui sont là en tant qu'enseignants, des acteurs de l'éducation, etc. au sein du Front de Mer. En tout cas, voilà, c'est ce sujet politique qu'on met là. Et en fait, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est parce qu'on va s'organiser en tant que parents, en tant que mères, qu'on va changer en fait les choses au sein de l'école, parce qu'on va imposer un rapport de force politique qui va faire que ça va tendre vers plus d'égalité. Je ne sais pas si vous savez que le système scolaire français est parmi les plus inégalitaires, si ce n'est pas le plus inégalitaire des pays dits développés. Et ça, c'est un classement qui dure depuis des années, classement fait par l'OCDE. Et donc, c'est, voilà, en fait, en réalité, l'école, et ça date pas d'aujourd'hui, en fait, l'école, elle a toujours été inégalitaire. Elle est née pour une élite, déjà, elle s'est démocratisée, mais ce système, bon, je ne vais pas citer Bourdieu, mais je veux dire, c'est l'essence même de l'école, de reproduire le système social, en fait. Et donc, voilà, c'est un fort levier de reproduction sociale, par exemple au collège avec les orientations, mais en réalité au collège c'est déjà très tard, mais on le sait très bien que ceux et celles qui sont orientés vers les filières professionnelles courtes, CAP, BEP, on sait très bien que c'est largement la classe populaire. C'est aussi un lieu très genré, comme vous le savez. Les filles, voilà, elles sont censées être nulles en maths, on va moins les orienter vers des filières scientifiques, etc. Donc c'est un lieu de reproduction des oppressions en réalité, donc des oppressions de classe, de genre et de race. Et pour moi, voilà, alors ça se joue certainement à l'intérieur. Il y a un rapport de force à l'intérieur, des enseignants, voilà, qui lâchent pas, il y a des acteurs de l'éducation qui essaient de changer les choses de l'intérieur, il y a des syndicats. Mais moi je pense qu'on a quelque chose à faire aussi en tant que parents, en se souvenant à quel point il s'agit de nos enfants. Parce que parfois, en fait, notamment dans les classes populaires, on peut avoir l'impression que l'école confie les enfants aux parents à 4h30 en disant attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Bon, en fait, là, l'idée c'est de dire non, ce sont nos enfants, on en a la pleine et entière responsabilité. L'éducation, la transmission, c'est nous. Et d'ailleurs, sur la transmission, du coup, je ferai la transition avec vous, madame. L'éducation, la transmission, c'est nous. Et nous confions, en fait, nos enfants à l'éducation nationale et nous veillons à ce que vous vous comportiez bien, que vous regardiez nos enfants avec bienveillance, qu'il y ait une égalité de traitement, etc. Et c'est bien sur la base de ce contrat-là, en fait, que nous confions nos enfants. Et ça, je pense que ça va bien fonctionner. Enfin, déjà, le fait de dire, voilà, c'est nos enfants, on en a la pleine et entière responsabilité, et comment on peut s'organiser ensemble, en fait, ne pas être isolé, ne pas être dans des stratégies individuelles, mais plutôt dans des stratégies collectives, ne pas être sur un mode concurrentiel entre les parents et les enfants, etc. Ça, je pense que ça peut vraiment changer la donne au sein de l'école. Alors, la transition avec ce que vous disiez, madame, en termes de transmission, quand vous disiez, mais en fait, il faut que les enfants puissent choisir. En fait, le problème, cette injonction au choix, en fait, ça s'inscrit dans une injonction paradoxale, notamment pour les parents de classes populaires, et en particulier qui vivent dans les quartiers populaires, donc les classes populaires plutôt descendantes de l'immigration africaine. Il y a une injonction paradoxale, alors je vous le fais en cours. D'un côté, on dit à ces parents, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des parents laxistes, des missionnaires qui s'occupent mal de leurs enfants, ils ne les tiennent pas. Il y a vraiment cette histoire de tenir ses enfants. Mais paradoxalement, on dit aussi aux mêmes parents, vous êtes envahissants, vous êtes obscurantistes,
vous enfermez vos enfants dans votre religion, là, dans votre culture, dans vos langues, d'ailleurs c'est même pas des langues, c'est des dialectes, etc. C'est-à-dire qu'il y a, paradoxalement, d'un côté on dit on est trop laxiste, trop démissionnaire, mais de l'autre côté on nous dit aussi qu'on est trop envahissant, on prend trop de place et qu'il faut laisser nos enfants choisir. Moi ce que je dis c'est qu'il faut sortir de ce piège-là en fait. Il faut sortir de ce dilemme, de ces injonctions paradoxales en disant un truc très simple, moi ce que je dis pour mes propres enfants en fait. Mes enfants ont des prénoms musulmans par exemple, mes enfants ne mangent pas de porc, et c'est moi qui le leur impose. Ils n'ont pas le choix en fait. Et je le dis, je l'assume. Ce n'est pas parce que je suis une mère arabe, musulmane, etc., que en fait, mes enfants ils ne vont pas avoir de prénom jusqu'à l'âge de 18 ans, qu'ils vont choisir leur religion, qu'ils vont choisir leur culture, alors ils vont s'inventer. Non, non, un enfant c'est un enfant. Au contraire, les organisations internationales, pas en France, mais les organisations internationales reconnaissent le droit, alors tenez-vous bien, la phrase elle est technique, mais elle est très intéressante, le droit à l'enfant de se voir transmettre par ses parents sa culture, par le parent, sa culture, sa religion, sa langue maternelle, etc. C'est un droit en réalité de l'enfant. Mes enfants ont le droit de devoir leur transmettre sans leur laisser le choix. Je remarque, moi, que cette question du choix, elle s'adresse souvent aux mêmes parents, et que c'est surtout dans un lieu, par exemple à l'école, qui est le lieu du non-choix. Enfin, je veux dire, moi, j'ai très mal vécu, par exemple, l'école, enfin, j'ai bien vécu l'école, pardon, c'était très bien pour moi l'école, mais il y a un truc que j'ai mal vécu, par exemple, c'est le fait d'être obligée d'être assise pendant 8 heures. C'est ce que j'étais dans l'école publique normale, c'est pas Montessori. 8 heures par. Ça, et pour aller aux toilettes, par exemple, il fallait demander l'autorisation. C'est le lieu du non-choix à l'école. Pourquoi on demande aux parents de laisser le choix à leurs enfants pour des trucs aussi fondamentaux que l'éthique, la religion, la culture, la langue, etc. Non, au contraire, il faut dire non, non. Moi, je ne laisse pas le choix à mes enfants pour toutes ces choses fondamentales, et notamment, je le dis aux parents qui obligent leurs enfants à faire du solfège, qui obligent. Voilà, là, tout à coup, on leur dit pas, mais pourquoi vous ne laissez pas vos enfants, enfin, il n'y a aucun enfant qui veut faire du solfège, ça n'existe pas. Et pourtant, ils le font parce que leurs parents considèrent que c'est bien, parce que ça va éveiller leur culture, ça va être très bien pour plus tard, leur capital social, leur capital culturel, etc. Donc, il n'y a pas de raison que les parents, noirs et arabes, laissent le choix à leurs enfants, il faut assumer ce droit de nos enfants à se voir transmettre, etc. Et je trouve que comme ça, on sort de cette injonction paradoxale en assumant ce truc-là fièrement. Sur cette histoire, je suis étonnée qu'on parle de cette histoire de bibliothèque, alors que j'ai répété à quel point c'était pour vraiment dire à quel point c'était indécent de parler justement de bibliothèque quand je parle de mort d'enfant en fait. Il faut vraiment que vous vous rendiez compte de ce que c'est. Moi je trouve ça très violent en fait de me parler de cette putain de bibliothèque alors que je vous parle de mort d'enfant, je vais vous parler d'un cas d'une petite fille, elle est morte dans les années 70, donc c'est la 5e République, et vous verrez, je parle de cette fille dans le livre et je lui rends hommage. Cette petite fille, elle a 8 ans, elle s'appelle Malika Yazid, elle a grandi dans la cité des Grous, à Fresnes. Les gendarmes cherchent son frère. Il n'est pas beaucoup plus grand qu'elle, il a 14 ans, pour un petit délit, parce qu'à chaque fois ils nous font chier avec ça, avec la délinquance. Parce qu'il est soupçonné pareil d'avoir volé une mobilette ou d'avoir volé quelque chose. Il débarque chez elle, il l'attrape, ils lui font subir une séance de torture, parce qu'il ne la voit pas comme une enfant. Nous, quand on voit nos enfants, on voit leurs petites boucles d'oreilles, leurs grands yeux, il leur manque une dent, etc. Non, quand ces gendarmes voient cette petite fille, ils ne voient pas une enfant, ils voient une arabe, parce que je ne sais pas, ils viennent juste de la guerre d'Algérie, ils sont partis là-bas, je ne sais pas ce qu'ils ont fait là-bas. Ils voient une arabe, ils l'attrapent, ils la prennent dans la chambre, interrogatoire, parce que ce qui compte pour eux, c'est d'obtenir l'information où est ton frère, où se cache ton frère. Elle sort de la chambre, le visage tuméfié, des coups partout, elle se fait pipi dessus, elle tombe dans le coma, elle meurt. Voilà, non seulement donc elle a été tuée après une séance de torture, mais ce qui est surtout important de dire, et c'est pour ça que je le dis, c'est que tout le monde s'en battait les reins en France. Personne n'en a parlé. La gendarmerie, la préfecture, les renseignements généraux, je vous assure, cherchez, vous avez ici les archives, tu m'as dit tout à l'heure, allez regarder dans les archives, dans les rapports, ce qu'on a conclu, la police qu'elle a conclu, c'est la petite fille est morte, je vous assure que c'est vrai, elle est morte de peur. C'est-à-dire que nous, on croit que c'est l'expression, voilà, je suis morte de peur. Non, non, ils en ont fait une raison de mort, comme Adama Traoré, elle est morte parce qu'elle a couru. Elle est morte de peur. Et ensuite, ils ont vu que c'était trop, ça passait pas, parce qu'il y a une mobilisation dans le quartier. Oui, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui ont brûlé une poubelle. Ils ont changé, ils ont mis, elle est morte parce que son père lui a donné une gifle. Et c'est tout. Et c'est impunité. Voilà. Et ensuite, pendant 1 an, les gendarmes sont venus quadriller le territoire pour mettre la pression pour qu'il n'y ait pas de révolte populaire. C'est-à-dire qu'on n'ait même pas la possibilité d'exprimer une colère en brûlant une poubelle, peu importe, pour dire voilà, c'est pas normal que cette petite Malika Yazid soit morte dans l'indifférence générale de la société française. Donc voilà, déjà, prenons un petit peu de temps pour parler de ces enfants morts, parce que c'est, encore une fois, c'est les années 70, ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. J'ai parlé de Zied Bouna, mais il y a une vingtaine de morts chaque année en France
mort dans les mains de la police, une balle dans la tête ou plaquage ventral. Voilà, ça c'est important pour moi de le dire. Je me souviens plus de ce que vous aviez dit juste après. Sur les tirailleurs sénégalais. Alors moi je préfère, parce que les tirailleurs sénégalais, c'est vrai que c'est intéressant, et il faut le reconnaître, puisque vous savez que c'est De Gaulle qui a imposé le blanchiment des troupes en 1945, ça vous le savez. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas reproduire ce qui s'était passé pendant la Première Guerre mondiale. Oui, c'est ça, c'est les Africains qui sont venus libérer la France, parce qu'en fait ça a été utilisé dans la propagande allemande, nazie notamment, pour dire, regardez, c'est français, regardez, c'est des bâtards, ils sont mélangés, ils se sont bâtardisés à cause de l'Afrique, etc. Et c'était une propagande nazie contre la France. De Gaulle ne voulant pas reproduire ça, en 1945, il a vu arriver les troupes effectivement de tirailleurs, enfin des tirailleurs sénégalais, mais en fait c'est des tirailleurs colonisés, et il a dit, vous allez blanchir tout ça, vous les cachez, et quand on prend la photo, je ne veux pas les voir apparaître. Donc effectivement, il y a eu ce blanchiment des troupes qui est scandaleux et qu'il faut dénoncer. Mais moi je trouve que quand même, de dire, en fait nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, on pense qu'ils sont soumis, en fait, voilà, et parmi les femmes en fait, les femmes elles sont soumises, voilà, il y a tous ces stéréotypes, ces représentations sur les femmes non blanches, de dire en fait, nos parents ont libéré l'Afrique, c'est pas rien en fait, ils ont libéré l'Afrique de la férocité coloniale, ils l'ont libérée, les femmes africaines ont libéré l'Afrique, elles se sont battues. Ok, moi sur le fait que voilà, des colonisés aient été contraints, parce qu'ils ne sont pas venus libérer la France, c'est pas vrai. Les tirailleurs, non, ils ne sont pas venus libérer la France. Ils ont été maltraités, ils n'étaient pas à égalité. D'ailleurs, il y a eu des morts en 1945 en Afrique, au moment où ils rentraient chez eux, on les a massacrés parce qu'ils voulaient payer comme tout le monde. Donc, voilà, donc en fait, ils sont venus parce qu'ils étaient forcés. Voilà, c'est tout. Donc de dire voilà, qu'il y a eu des luttes glorieuses, des luttes anticoloniales, voilà, et qu'elles ont été tellement glorieuses qu'elles ont, par exemple, en Algérie, mené à une victoire, et ça c'est pas rien, et que ça a été mené, cette guerre de libération, par des femmes. Donc moi je parle notamment de Jamila Bouhired comme une grande figure qu'on ne mobilise pas assez en fait, alors qu'elle a quand même libéré son pays encore une fois, de la férocité impérialiste. Ça je pense que c'est encore plus important pour nos enfants, qu'ils sachent que leur mère, leur grand-mère, leurs ancêtres, etc., voilà, elles avaient la classe, elles se sont battues et elles ont gagné. Et enfin, sur, Génération Climat, Génération Adama, peut-être que, je sais pas, parce que tu bouges un peu, tu dis, mais je suis trop bavarde. Non, c'est moi. Sur une pression, parce que c'est vrai que je parle trop. Oui, sur Génération Adama, Génération Climat, mais il se trouve que je ne vois pas la personne qui m'a posé la question. J'ai co-organisé cette marche, on y a travaillé avec Alternativa, ça s'inscrit, en fait c'est pas tombé du ciel, ça s'inscrit déjà dans le travail d'alliance dont je parlais tout à l'heure, qui a commencé déjà il y a un moment, et qui s'est traduit effectivement de manière, parce que c'était un événement, le 18 juillet à Beaumont-sur-Oise. Oui, parce que, alors là, moi je ne fais pas partie du comité Adama, mais je sais je connais la stratégie du comité Adama. Le comité Adama ne veut pas rester dans la cave. Voilà, ne veut pas rester dans le quartier. Parce qu'on sait à quel point pour gagner face à la machine de guerre qu'est l'État français, il faut qu'il y ait une majorité en fait. Il faut réussir à imposer un rapport de force où on va être les plus nombreux et nombreuses possibles, et pas que sur des enjeux de quartier en fait, sur des questions de justice, sur des questions d'égalité, c'est des questions universelles qui devraient, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la mort de gosses et pas passer ses Noirs et les Arabes, qu'il ne faut pas se mobiliser tous ensemble. Et donc c'est ça, c'est réussir en fait à faire prendre conscience qu'il s'agit de nos enfants, à nous tous et nous toutes. Voilà, et que quand un enfant, quand un jeune, quand un adolescent meurt, ce n'est pas parce que c'est un jeune noir qu'on ne peut pas s'identifier ou qu'on ne se dit pas ça pourrait être mon fils, ça pourrait être mon frère. Voilà, et ce travail-là, il prend du temps parce qu'effectivement, aussi parce que c'est pas la même culture politique. Voilà, typiquement la génération climat, typiquement Alternativa. On l'a assez dit en fait, c'est un profil sociologique plutôt blanc, plutôt classe moyenne, etc. La génération Adama, c'est plutôt les quartiers, donc c'est pas la même culture politique, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes priorités. Moi je disais tout à l'heure sur les générations futures, c'est pas pareil quand tu as ton fils ou ta fille qui n'a pas à manger, et quand tu te dis génération future, le réchauffement climatique, dans 2030, voilà, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas la même urgence on va dire. Mais en réalité, quand on gratte bien,
et c'est ce qu'on essaye de faire encore plus depuis le 18 juillet, en réalité, il ne s'agit même pas d'alliance de lutte en fait. Il s'agit d'un projet politique commun. C'est comment on peut se remettre d'accord sur des enjeux communs et des trucs simples, égalité de traitement, justice. Notamment, alors, devant le TGI de Paris, le 2 juin, donc quand le comité Adama a appelé à cette première mobilisation à la suite de George Floyd dont tu parlais tout à l'heure, moi j'ai vu en fait qu'il y avait parmi les dizaines de milliers de personnes, il y avait c'est vrai la génération Adama qui est venue, parce qu'il se reconnaît dans le combat d'Assa Traoré, parce que c'est une figure dans les quartiers populaires, c'est la seule figure d'ailleurs politique qui est reconnue dans les quartiers populaires. Mais j'ai vu aussi cette génération climat qui est venue, et qui n'est pas venue pour en mode touche pas à mon pote, ou en mode bah, je veux être solidaire, je viens aider, je viens prendre la main, etc. Non, qui est venue pour elle-même. Moi j'ai vu vraiment des jeunes, 16, 17 ans, enfin, il y avait Alternativa, il y avait des jeunes de Youth for Climate qui sont encore plus jeunes, qui venaient vraiment pour eux en fait, qui disaient moi je veux pas ce monde-là en fait, je veux un autre monde pour moi, je veux grandir dans une société qui serait plus juste vraiment. Et c'est ça qu'on essaie de travailler, c'est comment les uns et les autres on arrive à prendre conscience que, alors moi je cite souvent, et là je le fais du coup, parce que j'essaie de le faire systématiquement, Fatih Hadami, donc une militante du mouvement immigration banlieue, et qui, comme vous, là, moi j'étais en face, c'était dans les années 2000, et j'avais pas d'enfant, et elle disait en fait, les injustices, les humiliations, les discriminations, pour nous c'est pas grave, alors en sachant que pour elle c'était grave, puisque c'était une militante chevronnée, et que voilà, elle a rien lâché, voilà, elle est décédée il y a quelques années, elle ne lâchait rien, mais c'est une manière de dire, voilà, pour nous c'est pas grave, c'est pour nos enfants que là on laisse pas faire, et qu'on se bat, etc. Et moi je pense qu'il y a quelque chose là, et qui est commun à tout le monde. C'est-à-dire que là, c'est pas juste pour les parents des quartiers populaires, parce que nous, c'est vrai que c'est... Voilà, nous, de fait, nos enfants, ils subissent encore plus que les autres des violences sociales. Donc nous, on est obligé d'être là. Moi, la question féministe de « Ah, est-ce que je me réduis au fait d'être mère ?» c'est pas une question pertinente pour moi, en fait. C'est « Oui, mais qui va protéger mon enfant, en fait ?» C'est « Bah si, je suis bien obligée d'investir ça politiquement aussi. » Mais moi, je pense qu'aussi, il n'y a pas que dans la classe populaire, dans la classe moyenne aussi, je pense, il y a un truc au-dessus d'eux. Bon, bah ce monde-là, je suis plutôt privilégiée, et donc j'ai un certain confort et tout, mais vraiment, c'est un monde tellement, c'est tellement un monde inégalitaire, que je ne veux pas laisser ce monde de merde en fait à mes enfants, même s'ils sont privilégiés là-dedans en fait. Vraiment, je ne veux pas de ça pour mes enfants. Voilà. Et je trouve qu'il y a quelque chose là-dessus, sur quel monde on veut laisser à nos enfants en fait, qu'on soit privilégié ou qu'on soit discriminé en fait. Et ça, j'y crois. Je pense que vraiment, il y a quelque chose chez les mères, sur cette idée de quel monde on laisse, et puis ça peut passer aussi par le projet pédagogique, hein, parce que du coup c'est une manière d'éduquer nos enfants, de leur transmettre cette capacité à ne pas se résigner, à ne pas accepter l'injustice, et c'est peut-être comme ça aussi qu'on va réussir à changer les choses. Et voilà, et donc tout ce travail-là d'alliance, qui paraît comme ça d'alliance, moi j'espère qu'il va se traduire plutôt par un projet politique qui évidemment va passer du jour au lendemain et travailler, mais je suis là aussi pour ça en fait, pour qu'on y travaille ensemble. J'en ai plus. Donc, juste parce qu'on a eu un petit peu cet échange-là tout à l'heure en bavardant, et c'est vrai que, oui, il faut le dire, dans le mouvement féministe, il y a toujours un peu un truc chelou de dire, voilà, je parle en tant que mère. On viendra peut-être plus tard dans la soirée sur cette discussion-là, mais moi je voudrais juste rappeler à peu près le dernier grand mouvement social dans lequel on a gagné, qui était celui contre le CPE. Le truc qui était extrêmement fort dans la mobilisation, hein, pour les plus jeunes, le CPE, c'était ce contrat première embauche qui allait donner des conditions d'embauche discriminantes pour les jeunes. Et moi, le nombre de syndicalistes, hommes ou femmes, que j'ai entendu dire « Non mais pour nous, c'est la merde, pour nous c'est déjà râpé, pour nous c'est difficile, pour nous on a perdu, on a accumulé défaite sur défaite, mais alors franchement s'ils font ça à nos gamins, ça c'est juste pas possible. » Et ça a été, parce qu'il y avait une mobilisation de la jeunesse, aussi une puissance de la mobilisation. Voilà. Donc oui, il faut reconnaître, je pense que ça c'est un moteur qui est extrêmement puissant, aussi d'avoir la conviction que quand on se bat, c'est pas juste pour soi tout de suite, que c'est pour quelque chose de plus grand, de plus loin, c'est quelque chose de plus grand, de plus loin. C'est vrai qu'il se matérialise aussi dans
les enfants, que ce soit les nôtres à nous ou dans la génération suivante, je pense que tu as raison de dire que c'est un truc qui est hyper fort. Je ne sais pas s'il y a d'autres. On a encore une petite dizaine de... On a encore une... Il y a un téléphone. Il y a encore une petite dizaine de minutes, donc s'il y a une ou deux questions, remarques, et puis un dernier temps de réponse pour Fatima, et puis vous aurez aussi, il y aura un petit peu le temps aussi de discuter, d'acheter le livre, de faire signer, voilà. Alors, moi je voulais juste te demander, parce que je trouve que c'est désolant mais en même temps très intéressant ce qui s'est passé avec la bibliothèque, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup en tant que féministe, encore plus quand on est une féministe qui n'est pas blanche, c'est que vraiment à partir du moment où elles ont beaucoup de mal à avoir la parole, le micro et les caméras, et à partir du moment où elles ont la parole, le micro et les caméras, on attend chaque repas, tout le temps, à chaque instant. Et même quand c'est pas un repas, on attend une phrase mal, enfin quelque chose qui va être mal interprété, qui va être mal dit, et on se focus, on se concentre là-dessus. Et je trouve ça très désolant, vraiment. Et là où je voulais en venir et là où je vais, c'est est-ce que vous avez l'impression que ces dernières années, ça augmente cette façon-là cette manière réactionnaire de réagir aux paroles de femmes racisées dans les médias. Et je pense notamment à quelque chose qui m'avait fait péter un câble cette idée à Sam Traoré, qui était juste en vacances. Ça fait des années qu'elle se bat tous les jours de sa vie, et elle était juste en vacances. Et il y a une photo qui a été postée sur les réseaux, et tout le monde lui est tombé dessus. Et d'un côté, on a envie de hurler, et d'un côté, on a envie de se dire que c'est parce que ça prend de la place. Est-ce que c'est parce que ces combats-là ont atteint une certaine place médiatique, une certaine place médiatique, que justement, en fait, ça fait réagir autant. Et justement, je voulais vous demander votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que justement c'est pour ça que, oui, c'est parce que ça a plus de place qu'on en parle plus et qu'il y a plus de réactions Ouais. Moi j'avais une question à poser par rapport à... J'approche, c'est bon là? En fait, je suis dans une association scientifique et donc quartier populaire, on a créé un groupe de femmes, donc féministes et antiraciste, donc la plupart des femmes immigrées, issues d'immigration, primo-arrivantes qui vont France depuis longtemps. On a eu des rencontres déjà avec le collectif Droits des femmes, où là c'est plutôt des femmes blanches, d'autres moyennes. Et je pense que c'est important qu'on s'interroge sur comment on arrive à créer des ponts entre nous, et comment on ne le fait pas simplement quand on a déjà préparé les bonnes mars ensemble, mais quotidiennement par rapport aux problématiques qui sont rencontrées qui ne sont pas les mêmes. À la fois parce que ce sont des femmes racisées, des femmes de quartier populaire. Et que c'est important qu'on fasse ensemble et qu'on puisse se rencontrer. Comme Elora posait la question du rapprochement Alternativa, moi je trouve ça très très sympa qu'Alternativa organise cette année. Hier soir c'était avec les États généraux d'immigration, là c'est avec le collectif Droits des femmes. Comment on arrive à créer des ponts par rapport à des mouvements sociaux pour poser ensemble un projet politique commun et comment on arrive à le faire dans le quotidien. Donc si tu as des réponses à apporter, on est demandeux. Ça me permet de rajouter, si tu connais un peu la notion de community organizing, peut-être de l'expliquer, parce que c'est quelque chose d'assez passionnant, je trouve, qui peut peut-être éclairer un peu aussi ce type de questionnement. Merci. Et juste pour un petit point par rapport aux bibliothèques, dans les écoles, je veux simplement dire qu'il faut que les mamies investissent ces bibliothèques-là, les mamies féministes, antiracistes, elles ont tout à fait leur place dans ces lieux-là. Moi, je suis bibliothécaire bénévole, bien sûr, dans les écoles maternelles et primaires, et il se dit des choses quand on voit des filles qui arrivent et disent « Est-ce que vous avez des livres pour les filles ?» Ah oui, et les garçons me disent aussi « Moi, je prends pas ça parce que ça, c'est des histoires de filles. » Il y a tout un truc. Alors, quand on veut renouveler le stock, là, c'est là où on a un rôle à jouer ici. Ne pas se laisser faire par la hiérarchie qui nous dit surtout vous continuez la bibliothèque rose et la bibliothèque verte. Ah bon? Ben non, moi je voulais prendre des mangas et je voulais prendre des choses justement qui parlent de la vie quotidienne, du racisme, etc.
Et finalement, c'est une lutte qu'on mène aussi à l'intérieur même de l'école, mais que ça marche, ça va, ça évolue. Donc j'invite les mamies à aller rejoindre les bibliothèques. Bah. Pas de regret. Oui, sur la question des médias qui était évoquée, là, la stigmatisation, je voulais citer l'exemple. Là, on est sur une logique où il y a deux oppressions, puisqu'il y a quand même la chanteuse Angèle, en fait, qui a subi une attaque, alors qu'il y a une histoire, alors que c'est l'homme qui finalement lui-même est prédateur, et c'est elle qui doit se justifier du comportement de son frère. Enfin, mais je suis d'accord qu'il y a cette perspective intersectionnelle qui fait que les femmes racisées. Mais sur la question de l'écologie, en fait, je voulais juste vous interroger finalement sur l'approche et le démarrage du mouvement Enfants des mers, qui est sur la nourriture, et sur finalement cette philosophe Hannah Arendt, qui est quand même assez décriée, mais qui parle des nécessités de vie et de libération pré-politique par rapport au conditionnement que les femmes subissent depuis toutes petites, sur le fait qu'on est assigné à un certain nombre de tâches, justement de nécessité de vie, et l'importance finalement de s'approprier ces questions-là d'un point de vue politique. Alors oui, sur le fait que, sur le faux pas, etc., comment le faux pas... en fait, moi en fait je ne le considère pas comme un faux pas. En fait, oui, j'ai compris quand vous disiez faux pas, vous le considérez comme tel. C'est jeu en fait, parce que moi je suis une militante antiraciste, je ne peux pas me plaindre que ma parole, qui est une parole minoritaire en fait, elle soit minoritaire dans l'espace public, politique et médiatique. Enfin, je veux dire, ça serait un non-sens. Après, je peux m'en attrister, mais je ne veux pas dire c'est bizarre quand même, pourquoi ma parole elle est minorisée parce que tu es minoritaire. Donc c'est normal. Donc voilà, puis après, non, moi au contraire, je trouve en ce moment qu'il y a vraiment des choses qui se passent. Au contraire, moi je trouve qu'il y a un décloisonnement, comme on dit. C'est-à-dire que voilà, la parole elle circule beaucoup plus aussi grâce aux Gilets jaunes, à qui il faut reconnaître, et aux maires Gilets jaunes, à qui il faut reconnaître aussi ce truc d'avoir permis franchement d'élargir le champ des possibles. Hein. C'était pas joué au départ. Et on nous a beaucoup dit qu'il ne faut pas y aller et tout, c'est des fachos. Non, on y va, parce que c'est pas plus facho que vous en fait. Vous, la CGT, la gauche radicale et tout, voilà, on va dans vos manifs et on sait très bien ce qui s'y passe, donc on ne se fait pas avoir. Donc non, nous c'est très bien, ces gens qui viennent sur des mots d'ordre de voitures, d'essence et tout, et puis finalement c'est l'égalité, la réappropriation du pouvoir et tout, c'est très bien. Et franchement, d'ailleurs, je le dis, le livre, il s'appelle La puissance des mères et pas La puissance des mères des quartiers. Par rapport aux Gilets jaunes, vraiment. C'est-à-dire que ce qui s'est enclenché à ce moment-là, les discussions qu'on a pu avoir avec des... Moi j'étais beaucoup invitée aussi dans des espaces comme ça où il y a des Gilets jaunes. Je l'ai déjà dit, mais il y a des Gilets jaunes qui arrivaient à Bagnolet, parce qu'il y a Eurolines qui arrive à Bagnolet, c'est juste en face de chez moi. Du coup je les ai vus, moi, les Gilets jaunes, ce que c'était en réalité, c'était des mères avec leurs enfants. Les premiers acte 1, acte 2, c'était des mères avec leurs enfants, elles venaient pour leurs enfants. Tu vois ce que tu disais tout à l'heure, la puissance que ça peut avoir quand on dit mais je viens pour mes enfants, voilà, cette sorte de fin de mois, c'est ça là, je veux pouvoir nourrir mes enfants jusqu'à la fin du mois. Et ça a vraiment permis, mais vraiment de discuter. Alors, c'était pas super facile parce qu'effectivement, il y avait des choses qui n'étaient pas de fait réglées, il y avait des rapports sociaux de domination, comme on dit. Mais en tout cas, ça a permis d'élargir largement aussi le pont avec les écologistes, et évidemment, on travaille aussi avec les féministes. Et non, moi je vois qu'on est dans un mouvement où vraiment, il pourrait y avoir en fait une ligne de fracture entre les gens, les réactionnaires en fait, qui veulent pas l'ordre établi, etc., et puis les gens qui veulent changer les choses et tout. Et juste, je finis par ça, je pense que Macron l'a bien compris, enfin Macron et tout ce qu'il y a avec, a bien compris, et il cherche à diviser justement ce truc, cette dynamique en fait, avec une volonté de changement radical, notamment un changement contre le système d'oppression qu'on a eu, un changement anticapitaliste, antiraciste et féministe. Et avec cette histoire de communautarisme, de projet de loi sur le séparatisme, etc., voilà, évidemment que, comme ils pensent connaître notamment la gauche, et ils pensent savoir que la gauche va encore se faire avoir parce qu'elle n'est pas au clair sur ces questions-là, du coup, ils créent ça. Et effectivement, là, pour l'instant, ça marche assez bien. Mais j'ai bon espoir que, justement, grâce à tout ce travail qu'on est nombreux et nombreuses à avoir fait, justement, d'alliance, etc., finalement, ça... qui tombe sur un os en fait, et qu'on arrive quand même à se souvenir de ces valeurs communes dont je parlais tout à l'heure. Je me souviens plus de ce que vous disiez, madame, pardon. C'était les relations entre le mouvement féministe. Ouais, quartier. Les quartiers.
Je pense que déjà, écouter, prendre le temps d'écouter ce qu'ont à dire les personnes qui vivent dans les quartiers populaires, les écouter en fait, et pas forcément venir pour échanger. Alors, ou pour venir civiliser. Alors là, je m'adresse en particulier aux écologistes, voilà, qui me posent depuis 2 ans maintenant la même question. Mais pourquoi les quartiers populaires ne s'intéressent pas à l'écologie? Pourquoi? Et pourquoi ils ne viennent pas sur le front de l'écologie? C'est dommage, mais ils sont bêtes. Pourtant, c'est eux qui subissent le plus le désastre écologique. Donc, mais c'est quand même bête de ne pas venir, de ne pas être écolo. Bon, il y a vraiment ce truc de descendant, en fait, des écologistes qui ont bien tout compris, qui savent à quel point c'est important, et puis l'effondrement, etc. Et ces bébêtes de quartiers populaires, en fait, qui s'occupent de leur chômage, de leurs allocations familiales, etc., et qui ne s'occupent pas de cette question pourtant fondamentale, et qu'il faudrait venir convertir, en fait, qu'il faudrait venir civiliser sur cette question écologique. Bon, non, en fait, il n'y a pas de raison qu'on soit moins intéressé par le devenir de nos enfants, la terre qu'on habite, etc., que les autres. Simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le même point de vue. Moi, je disais, moi, par exemple, mon point de vue, c'est je veux circuler dans l'espace public. Et je le dis en tant qu'écologiste. Ça, je vais pouvoir avoir l'espace pour le dire et il faut m'entendre là-dessus. Quand on a parlé d'alternative végétarienne, on n'a pas été qualifié d'écologiste, on a été qualifié de communautariste. Ça, c'est un manque d'écoute. Et ce manque d'écoute, il vient d'écologistes. D'écologistes qui étaient, même je vous assure que c'est vrai, des végétariens, qui me disaient je veux pas d'alternative végétarienne à la cantine. Enfin, je veux dire, là, c'est même pas un manque d'écoute, voilà. Et je pense que pour les féministes, malheureusement, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on vient avec ces gros sabots de féministes, de son point de vue de féministe majoritaire, enfin je parle de groupe majoritaire, et on n'est pas assez dans l'écoute de dire, par exemple, ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, nous, nos enfants, ils ne sont pas considérés comme des enfants. Alors, peut-être que c'est pas le cas pour tout le monde, mais nos enfants ne sont pas considérés comme des enfants. Nos enfants, par exemple, le fait qu'il y ait des hommes avec des armes lourdes, des uniformes qui se baladent dans nos quartiers de manière menaçante, en fait, nos enfants, moi, quand je vais conduire mon enfant, mon fils, à la maternelle, il est confronté à ça, c'est pas normal. Mais on me dit, ouais, mais il a l'habitude. Non, il n'a pas l'habitude, en fait. C'est un enfant. Cette violence-là, cette présence policière menaçante, en fait, mais ça, on ne l'entend pas parce qu'on considère vraiment que nos enfants, c'est pas grave. Donc vraiment ça, de dire, voilà, mais c'est quoi vos enjeux, en fait? C'est quoi vos centres d'intérêt? C'est quoi vos urgences? C'est quoi? Et on part de ça pour essayer de travailler ensemble. Voilà, je trouve que là, vraiment, ça serait... Et c'est parfait. Donc, il y a tout à faire. Voilà. Je crois que c'est la dernière. Ouais. Non, mais alors, je finis quand même par rester positive parce que je sais plus qui a dit voilà les petites touches positives et tout. Non, ça se passe bien en ce moment. Vraiment. Enfin, je veux dire, le fait qu'on soit là, qu'on discute, que. Non, moi je trouve qu'il y a des choses. On parlait d'Assa Traoré, le fait que. Voilà, Assa Traoré, c'est pas juste une figure pour les quartiers populaires aujourd'hui. Voilà, il y a toute la jeunesse de ce pays aussi qui se reconnaît en elle, en son combat, et encore une fois, c'est pour elle-même, c'est pas juste pour aller aider les Noirs et les Arabes, c'est pas SOS racisme, quoi. Et ça, je sens que vraiment, on revient vers une humanité partagée, en fait. Et après, peut-être je suis trop idéaliste ou j'en sais rien, mais bon, je suis sur le terrain, donc je sais pas quelque chose que je m'invente pas une vie, quoi. Je vois bien qu'il y a des changements, donc voilà. Contribuons à tout ça ensemble.